voilà, petite présentation. Vous êtes né en 1967 à Toulon, vous avez grandi au Havre et on en parlait justement, vous venez de consacrer à cette ville un article dans la nouvelle revue Zadig. Je n'ai pas encore eu le temps de lire, mais voilà, qui semble très intéressant. Vous êtes l'autrice d'une quinzaine de livres. Je vais citer quelques titres. Je marche sous un ciel de traîne, Corniche Kennedy, Ni fleur ni couronne, Naissance d'un pont, Tangente vers l'Est, À ce stade de la nuit. En 2014, vous explosez véritablement aux yeux du grand public avec Réparer les vivants. Alors, au sein d'une littérature française souvent divisée entre, d'une part, l'écriture de soi, ou l'autofiction, et d'autre part, le récit historique, vous explorez d'autres formes d'écriture pour exprimer la sensibilité contemporaine. Vos romans sont souvent des romans collectifs qui s'emparent d'espace, de gestes et de sujets ambitieux et rares en littérature française. Un chantier titanesque en Californie dans Naissance d'un pont, le naufrage de Lampedusa dans À ce stade de la nuit, la traversée de la Sibérie dans Tangente vers l'Est, une transplantation cardiaque dans Réparer les vivants. Dans un domaine français parfois qualifié d'intimiste, de névrosé, de sédentaire, où la mémoire, le rapport au passé, l'empreinte familiale jouent souvent le premier rôle, vos livres font davantage parfois penser à des épopées géographiques, un peu plus à l'américaine, je dirais. Au sein d'une pratique hyper individuelle qui est l'écriture, vous êtes avec, par exemple, quelqu'un comme Mathias Sénard, membre d'un collectif d'écrivains. Je trouve ça aussi très intéressant. Ce collectif s'appelle Inculte et il pratique volontiers l'expérimentation, le renouvellement et l'écriture à plusieurs mains, ce qui est vraiment très inédit. Alors, toute votre œuvre est publiée aux éditions Verticales. Et nous allons parler un peu plus précisément aujourd'hui de votre dernier texte, donc Un monde à portée de main. On y suit l'itinéraire d'une jeune femme, Paula Karst, héroïne aux yeux verrons, qui commence un apprentissage de peintre en décor à l'Institut de peinture de Bruxelles. Ça tombe bien. Acquérant la technique des faux marbres, des faux bois, elle deviendra cette main capable d'imiter les surfaces et les matières, de les reproduire, d'y faire croire. La suite du texte la verra partir pour des chantiers en Russie sur le tournage du film Anna Karenine, à Cinecittà sur celui d'un film de Nanni Moretti, avant d'accéder peut-être à ce qui est le Graal pour les peintres en décor, le chantier du facsimilé de la grotte de Lascaux. Alors le livre est un récit d'initiation au féminin singulier sur le savoir-faire et les possibilités de la peinture et plus généralement de l'art. Un roman où il est question de copier le monde, d'imiter, donc je l'ai dit, ses textures, de faire illusion, autant de pouvoir que le trompe-l'œil partage peut-être avec la littérature, c'est ce qu'on va voir. Un roman dans lequel on se souvient que la littérature, c'est peut-être d'abord l'art de faire surgir des images et de faire croire. Alors, Maëlys de Kerangal, j'aimerais faire un petit détour avant de rentrer vraiment dans ce nouveau texte, puisque, publié en 2014, je l'ai dit, Réparer les vivants a vraiment fédéré les lecteurs. C'est un texte qui faisait le récit urgent, heure par heure, d'une transplantation cardiaque, depuis la mort accidentelle de l'adolescent donneur jusqu'à l'opération de greffe. Alors, à sa publication, le livre a déclenché une véritable vague d'émotions. Il a donné lieu à une adaptation cinématographique, Réparer les vivants de Catel qui est verré. 2 adaptations théâtrales, celle d'Emmanuel Noblet va recevoir d'ailleurs dans la foulée un Molière. Le livre donnera aussi lieu à un colloque, par exemple à la Sorbonne, 10 prix littéraires, 35 traductions. C'est quand même très impressionnant. En 2014, j'ai dit, vous aviez quand même 15 ans d'écriture, vous aviez publié des livres avant celui-là, mais force est de constater que c'est quand même le livre qui vous a propulsé aux yeux du grand public. Je me demandais comment vous expliquez aujourd'hui, donc après quelques années, ce succès-là, cette forme d'adhésion. Comment on se sent d'avoir créé une telle vague d'émotions chez ses lecteurs? Merci beaucoup. Alors le... Ouais, ça va. Je pense que évidemment, l'accueil, la réception extrêmement attentive et aussi sensible et également assez massive de Réparer les vivants. Évidemment, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans ce livre ? Pourquoi il y a cet accueil et pourquoi il y a cette émotion et pourquoi ça dure autant ? Parce que en fait, je vois très bien qu'aujourd'hui, le livre est sorti il y a 5 ans. Au fond, je pourrais toujours être très occupée par ce livre Réparer les vivants,
sans avoir tellement à faire d'autres choses. Je pourrais m'en occuper, ça suffirait presque à remplir ma vie. Et donc du coup, c'était aussi important pour moi de relancer, de relancer autre chose. Et je pense que c'est d'abord la question justement de la place de l'émotion dans le texte, et que l'émotion est complètement devant, et qu'au fond, toute cette histoire de corps et aussi de mort et de vie, en fait, c'est peut-être quelque chose qui peut arriver à chacun. Je me l'explique. Je pense qu'il a construit quelque chose de très commun, notamment la question du corps. Et moi, j'ai pas du tout écrit ce livre, vraiment, mais pas du tout dans l'idée de faire un acte militant pour le don d'organes, mais ça a aussi eu des répercussions assez importantes. Et je pense que voilà, c'est vraiment la question du corps, et puis le fait que de décrire ce geste peut-être faisait voir aussi sa rareté et son aspect magnifique, au sens où par quelques bouts qu'on essaie d'attraper ce que c'est qu'un don d'organes et une transplantation d'organes, on est quand même face à une opération où il y a une mort, et souvent une mort violente, enfin en ce qui concerne le cœur ou les poumons, le foie, etc. Il y a une receveuse au bout, donc il y a quand même une chaîne. Et si vous voulez, c'est un acte qui est complètement gratuit, anonyme. C'est un acte où c'est un don, mais sans contre-don. Et enfin, c'est un acte qui retisse les liens de l'individu à la communauté auquel il appartient, dans la mesure où on déprivatise ce que l'on a de plus privé. Ça, j'en ai beaucoup parlé. C'est-à-dire, c'est l'idée que ce qui nous est le plus cher, on le remet à la communauté pour qu'il aille réparer d'autres corps et tout ça. Et quand même, c'est d'un point de vue, je pense, philosophique, anthropologique, etc., c'est quand même un acte assez incroyable. Et moi, j'avais même pas vu l'aspect si rare et si singulier de ce que c'était que cet acte avant de l'avoir déplié pour en écrire, et puis surtout durant la réception. C'est-à-dire que moi, j'ai fait aussi tout un chemin avec cette histoire-là depuis la réception du livre. Voilà. Alors, changement de décor, ouais, donc, c'est le cas de le dire. J'aimerais qu'on parle, puisque c'était un peu aussi le prétexte de cette rencontre plus individuelle, qu'on parle de Bruxelles, puisque évidemment, votre nouveau texte part de cette ville. Bruxelles, nous y sommes, on connaît les lieux, et je pense que ça fera peut-être sens dans cette discussion pour aborder la question justement du décor, de la manière dont vous approchez géographiquement vos histoires. Ça fera peut-être plus sens d'ailleurs que des lieux comme Cinecittà ou Lascaux, dont on va parler bien sûr, mais qui semblent poser d'autres types de questions. Donc page 33, après un long prologue qui est la retrouvaille en fait entre trois étudiants de l'école de peinture, la page 33 commence par ces mots: parler un peu de la rue du Métal maintenant. Cette rue du Métal, elle se situe à Saint-Gilles, à quelques pas d'ici. C'est une école de peinture qui est l'école Van der Kelen, même si vous ne la nommez pas, je pense, dans le texte. C'est un institut très réputé, très reconnu, fondé en 1882. J'aimerais que vous nous racontiez un peu pourquoi Bruxelles, pourquoi ce lieu, et puis on reviendra un peu sur la manière dont vous avez ponctionné le réel pour parler de ce lieu. Alors, l'histoire, c'est qu'au départ, moi, je voulais écrire un livre à propos de la préhistoire. Enfin, un livre peut-être sur la préhistoire. Mon idée, c'était vraiment la préhistoire. Et donc, je ne l'ai pas écrit. Donc, je me dis aussi qu'il reste à écrire. C'est-à-dire que c'est toujours quand même la grande question pour moi, la question d'un temps d'avant l'écriture et comment on racontait des histoires avant l'écriture et est-ce qu'on racontait des histoires, etc. Bon. Et en fait, je ne savais pas trop comment attraper cette période. J'avais ce projet depuis longtemps, puisqu'en fait, j'avais ce projet au moment où j'étais déjà en train de penser à ce projet, quand finalement,
à la suite d'un événement, j'ai écrit Réparer les vivants. Donc je suis revenue à cette question de la préhistoire et pour l'attraper, en fait, je suis passée par le fait qu'en France, il y a eu la livraison de 2 facsimilés assez importants. Un en 2015, qui est le facsimilé de la grotte Chauvet en Ardèche, et un en 2016, qui est le facsimilé de la grotte de Lascaux à Montignac. Et j'ai cherché à aller sur les chantiers de ces facsimilés alors qu'ils n'avaient pas été encore ouverts au public. Et j'étais allée là un peu suivant l'idée déjà que le facsimilé, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'idée que ce soit des formes de faux déjà, auxquelles on demande quand même de croire le temps d'une expérience. Et aussi l'idée, alors beaucoup plus intéressante, je trouve encore, qui est ce que je peux refaire, ce que je peux refabriquer, ce que je peux recréer, je peux le penser. C'est l'idée des philosophes des Lumières, avec l'idée que l'on va justement d'où viennent ces... Alors parfois c'est des miniatures, parfois c'est des... Mais l'idée voilà, qu'est-ce qui se passe quand on refabrique un objet à l'identique? Eh bien, on peut le penser. Alors ça m'intéressait beaucoup. Et du coup, et en fait, ce que j'ai vu quand j'étais sur ces lieux, c'était des gens... donc déjà, c'était la science et l'art ensemble. Donc les graveurs, les peintres, les sculpteurs, etc., les scénographes, les vitraillistes et tout ça, et aussi les scientifiques, les ingénieurs, les préhistoriens, les savants. Et j'ai vu ces filles qui peignaient. C'était plutôt des filles, en fait, ça aussi qui m'a frappée, mais bon, ça aurait pu être des garçons. Mais il y avait ces peintres, et j'ai essayé de parler avec elles, et en fait, elles travaillaient aussi sur des chantiers de cinéma et tout. Et du coup, quand je suis rentrée, je me suis dit, mais alors ça pourrait être voilà, cette figure qui nous emmène vers la préhistoire, ça pourrait être une fille qui a appris à repeindre ses fresques. Et je me suis souvenue de cette école Van der Kellen. C'est allé assez vite parce que j'avais des amis qui étaient deux amies, dont une que j'étais allée voir quand elle était là-bas, mais il y a longtemps. Et je me suis dit, mais ça elle pourrait avoir appris. Et en fait, c'est allé assez vite. Et le livre s'est complètement déplacé parce que vers Bruxelles et cette école, alors qu'au départ, pour moi, c'était une amorce. Ça aurait dû être 2 pages. Et à un moment, j'ai senti que ça allait être tout le livre. Et je me suis dit, non, il faut que j'arrive à sortir de cette école quand même. Parce que quand j'ai commencé voilà, je me suis dit, peut-être que ça pourrait être là et tout. Il y a tout un travail qui commence d'imagination, de correspondance. Et voilà, on commence à écrire. Et puis les phrases et puis la documentation s'enchevêtrant, vous approfondissez. Enfin, il y a quelque chose d'assez immersif qui se produit, qui est à la fois la magie de l'écriture. Et là, ce que moi j'ai trouvé, ce que j'ai découvert en regardant ce qui se passait donc aux 30. Moi, je mets 30 bis dans mon livre parce que je fais un petit glissement fictionnel. Et puis, je n'avais pas envie de donner le nom de l'école aussi parce que, voilà, et c'est quelque chose que j'arrive pas du tout à... qui est compliqué pour moi de mettre les vrais noms dans des fictions. Je me dis, en plus, je ne savais pas du tout ce que j'allais y mettre dans cette école au moment où j'ai commencé à m'y intéresser. Et voilà. Et c'est vrai que le livre s'est complètement déplacé vers Bruxelles. Et sur le plan de l'imaginaire, énormément, parce que Bruxelles, c'est aussi, la Belgique, c'est aussi des poèmes de Verlaine que je connais bien et que j'adore, notamment tous les poèmes autour de Malines, etc., sur le ciel. Et puis on retrouve Baudelaire, et du coup, ces ciels, c'est les ciels de la peinture. Et puis là, ça commence on se dit, oui, mais alors là, ça sera bien. Et c'était aussi une ville qui m'apparaît, Bruxelles, comme étant toujours une ville extrêmement ouverte, extrêmement poreuse, qui accueille aussi... il y avait une phrase qui me dit « Bruxelles appartient à tout le monde ». C'est aussi une ville
qui me semblait, en plus avec un plan difficile à connaître, enfin que moi je connaissais pas, c'est-à-dire pas une ville justement avec un plan, j'allais dire un peu comme Paris, avec cette espèce d'axe comme une croix, le Decumanus classique. Et là, j'avais l'impression, voilà, justement que c'était des communes et tout. Et du coup, d'ailleurs, dans le livre, je dis quartier Saint-Gilles et j'aurais dû écrire commune. Et voilà, et j'ai trouvé plein de choses et ça me ramenait vers la peinture du Nord que j'aime beaucoup, vers Rembrandt qui est un peu le modèle pour Jonas avec le visage toujours caché. Et voilà, et le livre, il s'est aussi formé d'un point de vue, du point de vue de l'imagination, c'est-à-dire la mise en rapport des matériaux, des livres, des images, etc. De ce point de vue-là, il s'est formé à Bruxelles et j'ai découvert, voilà, il y a eu ce moment où l'on découvre un monde culturel, social, technique, professionnel, complètement nouveau. Et c'est vrai que ça a créé ce livre, beaucoup plus que... Enfin, la préhistoire est devenue le point d'aboutissement, alors que ça devait être le motif irradiant, central et tout. Et là, on y arrive, elle nous y conduit. Mais on est longtemps dans qu'est-ce qu'elle apprend, avec ce truc très bizarre que dans cette école, on apprend en fait à imiter quand même les marbres essentiellement et les bois, hein, et un peu donc les écailles de tortue, un peu aussi d'autres choses, mais c'est un savoir extrêmement spécialisé. Mais le possédant, on peut reproduire les surfaces qui compose le monde. Enfin, c'est comme on acquiert là comme un pouvoir magique, de l'illusion, etc. Non, j'étais fascinée. Je pense qu'il y a eu un petit saisissement quand même à Bruxelles de s'apercevoir que la ville entrait dans vos livres. Je pense que c'est assez rare. Et puis peut-être habitant Bruxelles, on n'a pas forcément la sensation que ça pourrait devenir une ville littéraire. Je pense par exemple à ce moment où vous parlez du ciel et vous dites la couleur de porridge du ciel à Bruxelles. Et maintenant j'y pense. Enfin, c'est comme si c'était rentré. Mais je pense que cette question du décor, évidemment, elle est particulièrement intéressante puisque je lisais un texte que vous aviez écrit sur la géographie dans vos livres et vous disiez que vous souhaitiez donner à vos romans des lieux comme des contenants et non comme des décors. Alors, ce qui me semble particulièrement intéressant ici, c'est qu'évidemment, le centre de gravité bouge à partir du moment où le décor dans ce livre-ci n'est plus là pour qu'on y croie, pour qu'on croie en fait au sujet du livre et à son histoire. Il est le sujet du livre, le décor. Donc, c'est sur cette idée de comment on crée le décor dans un roman, c'est une question particulièrement fascinante ici. Je me demandais concrètement comment ça s'est passé pour vous, c'est-à-dire vous êtes venu passer quand même quelques temps à Bruxelles, cette rue, ce bâtiment, cette commune, comment la regarde l'écrivaine en vous, qu'est-ce que vous ponctionnez Je l'ai quand même, je suis allée à Bruxelles, bon, déjà je connaissais un petit peu la ville pour des incursions somme toute assez brèves, mais il se trouve que je suis allée aussi repérer un peu le quartier. Et donc le quartier la commune Saint-Gilles, et puis la rue de Parme, la rue du Métal. En fait, ce qui est quand même assez fort, en tout cas pour moi, ce qui joue beaucoup, c'est le rapport des noms entre eux et la manière dont ils vont créer des échos. Et c'est vrai que rue de Parme, rue du Métal, ça crée déjà une forme de... On peut être comme sur une forme de piste littéraire, surtout que la rue du Métal, elle répondait pour moi à une rue à Paris où Paula avait vécu toute son adolescence avant d'arriver rue du Métal, qui est la rue de Paradis. Et c'est vrai que dans la mythologie, le paradis, l'enfer, et l'enfer c'est Vulcain, c'est la forge, c'est les forgerons, et je me disais, donc le métal, et je me disais ça va se compliquer pour elle dans cette... Bon, puisque bon, le paradis, elle est l'enfant unique d'un couple très aimant, et c'est vrai que ce départ-là, je trouvais ça super que cette école soit située rue du Métal, et je m'en émerveillais pas mal, en me disant, mais c'est génial, en fait, le moment où pour elle, elle va sortir de l'adolescence, parce que c'est plutôt un roman de sortie d'adolescence, hein, d'entrer dans l'âge adulte et d'entrer dans l'acquisition
d'un métier, et en fait tout ça vous permet de vous séparer aussi de finalement de ce qui serait le socle familial. Enfin, l'acquisition d'autres choses, cette initiation-là, elle la reçoit dans cette rue qui porte ce nom. Et par exemple, ça a énormément joué. Et puis aussi l'idée qu'elle allait être marquée par ce qu'elle avait appris. Et que voilà, il y a l'idée d'être marquée au fer. Enfin, ouais, je trouvais que je me disais, mais c'est super. Enfin, ça marche, c'est bien. Enfin, moi, à partir de là, j'étais allée assez. J'étais sûre des lieux, parce qu'après tout, j'aurais pu inventer cette école ailleurs. Ça, c'est pas. Ça, c'est pas grave. Et après, cette école, ce qui m'avait beaucoup marqué en termes de décor, mais là, je pense que vous la connaissez, mais peut-être que ceux qui sont pas passés devant le 30 rue du Métal ignorent ne voient pas à quel point la façade de ce bâtiment est dissonante. C'est-à-dire qu'en fait, pour le coup, la façade est déjà un décor et c'est déjà une façade, un aplat. C'est-à-dire qu'on est les façades qui l'entourent et celles qui lui font face sont très dissemblables. Ça n'a rien à voir. On est dans une maison qui est plus. Voilà, c'est une façade plutôt rouge, plutôt impressionnante. Il y a tout de suite l'idée de la vieille maison, un peu, je dis, fantastique et repliée, un endroit assez silencieux. Et quand on rentre, c'est très profond, un peu comme ici. Hein. Et voilà. Et donc moi, je suis quand même rentrée à l'intérieur. J'ai rencontré la dame qui n'est pas la dame au col roulé noir, mais qui pourrait, et qui aujourd'hui dirige l'école. Et en fait. Et voilà, j'ai pu aller dans les studios. Alors après, ce travail-là, il n'est pas... vous voyez, j'y passe pas des mois. En fait, c'est l'idée d'attraper des choses, de regarder, d'écouter. Et après, le travail pour moi, c'est moins un travail de reportage qu'un travail de concentration dans mon bureau. Et là, ça marchait bien. Je me faisais la réflexion, en relisant ce texte, que le métier de romancière est une bien étrange chose, puisque dès lors qu'on ne fait pas dans l'autofiction, ce qui est votre cas, il s'agit parfois souvent d'ailleurs, de parler de métier, de profession, de vocation. Architecte, directeur de chantier, chirurgienne, infirmière, jeune cuisinier, peintre, désormais. À chaque livre, Maëlys de Kerangal, on a la sensation que vous vous présentez sur le seuil d'un univers pour y être enrôlé, un peu comme on se présenterait dans un uniforme pas encore tout à fait ajusté au tout premier jour d'un nouveau travail. C'est très visible, peut-être plus que jamais, dans un monde à portée de main, dès lors qu'il s'agit en plus d'intégrer une école. Je me demandais dans quelle mesure l'initiation de Paula a aussi été la vôtre. Est-ce que... voilà, vous avez la sensation au final de les avoir un peu exercés, tous ces métiers? Non, je ne dirais pas que j'ai la sensation d'avoir exercé ces métiers. Mais en revanche, je me suis rendu compte en écrivant Un monde à portée de main, et d'ailleurs en parlant cet automne, que la démarche qui avait été la mienne pour l'écrire était finalement assez identique. Enfin, identique, c'est un mot trop fort, mais avait en tout cas grandement à voir avec celle de Réparer les vivants et Dupont, par exemple, qui sont 3 romans où, pour le coup, qui se situent dans des mondes qui ne sont pas des mondes qui m'étaient connus auparavant, qui sont des mondes devant lesquels je me présente effectivement assez mal ajustée, assez pauvre d'ailleurs sur le plan de la connaissance. Et c'est des mondes donc voilà, sociaux, techniques et culturels et parfois même, j'allais dire, politiques, auxquels ma vie ne me donne pas accès, enfin auxquels j'ai pas accès par ma vie. Donc en fait, l'idée d'en écrire, c'est aussi l'idée d'aller chercher précisément une initiation qui, pour moi, là où elle a lieu, c'est dans le langage, en fait. Hein. C'est-à-dire que, et je le mets vraiment en scène dans Un monde à portée de main, c'est-à-dire que il s'agit quand même de vivre, de donner à l'écriture d'un roman une dimension d'expérience
et d'expérience de la langue et d'expérience langagère très intense. C'est quand même ça que je cherche, c'est-à-dire le fait d'aller, de me rediriger, enfin de me diriger et puis d'y revenir vers des lexiques souvent considérés comme étant mineurs, inintéressants, en tout cas très peu solubles dans un roman. Hein. Notamment tous les pans de lexique technique, et notamment là par exemple qui sont plutôt au-delà des noms de couleurs, des noms de pinceaux, etc., qui sont aussi les noms que les naturalistes, la manière dont les naturalistes nomment le monde. Et alors pour moi c'est vrai que ça là, c'est très important. Je me rends compte que le livre il va être nourri de ça. Et que moi, ma démarche, elle est vraiment à l'instar de celle de Paula, c'est-à-dire que l'écriture, c'est comme la session de la rue du métal, sauf que écrire un livre, c'est plus long que les 6 mois. C'est-à-dire qu'il y a l'idée voilà, de passer dans un... C'est vraiment un passage au terme duquel on change de statut. L'initiation, c'est au terme de l'initiation, qui consiste à prononcer souvent des mots. Là, je parle, moi, j'étudie l'ethnologie, donc on a regardé, donc telles qu'elles sont pratiquées. Hein, l'initiation, on passe d'un seuil à l'autre. Souvent, c'est à la fin de l'adolescence, mais ça peut être à d'autres moments de la vie. Et on peut prendre des substances. Donc là, je trouvais ça pas mal que dans cet atelier, il soit tout le temps défoncé par les odeurs de peinture. Et je me disais, ça fait un peu comme la sweat lodge dans les tribus amazoniennes. Et puis, il y a l'idée de l'apprentissage de certaines formules, de la connaissance de certains textes. Et ça, c'est toutes les initiations qu'on connaît tous dans nos vies. Et elle vit ça très fortement. Et aussi, c'est une initiation du corps, parce que ça se place quand même dans le corps. Et il y a ce qu'on appelle les marquages. Hein. L'initiation, c'est quelque chose qui produit un marquage au corps. Donc, soit c'est un système des traces, des maquillages spéciaux. Bon, elle, ça va être vraiment ses cernes, parce qu'elle est vraiment épuisée. Et en fait, je l'ai vraiment conçu comme ça, et je pense que pour moi-même, c'est assez. C'est-à-dire que ces livres, c'est pas l'idée de me dire « Ah tiens, je vais écrire sur la transplantation cardiaque ou sur une nana qui peint des faux marbres ». C'est une des questions qui serait la question politique pour le pont, la question plus métaphysique pour le cœur, et la question de la fiction. Par exemple, c'est quoi j'aime bien quand vous dites ça, on demande d'y croire, hein, d'y faire croire. C'est quoi écrire des histoires et demander qu'on y croit, par exemple, la question de la fiction. Ces 3 questions-là, elles sont métabolisées et modélisées dans ces espèces d'incursions dans des mondes que je ne connais pas. Chaque monde répondant finalement à cette question. Et c'est vrai que j'avais envie après Réparer les vivants, j'avais un peu envie de me dire, bon, c'est quoi cette histoire d'écrire des histoires? On trouve ça très, très banal, mais en fait, c'est quand même une histoire assez mystérieuse, hein, la façon dont les fictions naissent et puis nous constituent. Bon, alors il y a évidemment les poèmes d'Homère, etc., mais on est quand même dans des mondes qui sont traversés de narration. Et ça, pour moi, j'avais envie de revenir là-dessus. Et c'est vrai que la préhistoire, c'est justement, ça m'intéressait pour cette raison-là. Et hop, c'est revenu à cette fille qui produit de l'illusion. Et donc, en fait, le livre, pour moi, il a trouvé sa cohérence comme ça. Et c'est vrai que voilà, ces mondes, j'y vais parce qu'ils répondent à des questions très intimes. C'est pas un choix artificiel. Ah tiens, j'ai envie de voir le lexique des couleurs. C'est que pour moi, y entrant, du coup, je fais ce travail-là aussi parce que dans le langage, j'ai le sentiment d'aller chercher voilà, des points d'appui. Il y a cette phrase géniale de Rancière, il dit « Le réel a besoin d'être fictionné pour être pensé ». Et c'est un peu ça que je ressens aussi. Alors, dans le livre, on voit Paula Karst, l'héroïne aux yeux verrons, qui a un léger strabisme
Apprendre à regarder. C'est le roman de l'éducation, d'une éducation à un regard. J'aimerais vous faire lire, si vous êtes d'accord, un petit extrait justement sur l'apprentissage de la vision de Paula, et puis j'aurai évidemment une question après. Elle apprend à voir. Ses yeux brûlent, explosés, sollicités comme jamais auparavant, soit ouverts 18 heures sur 24, moyenne qui inclura par la suite les nuits blanches à travailler et les nuits de fête. Le matin, il cligne sans cesse comme si elle était placée en pleine lumière, les cils vibrant continuellement des ailes de papillon. Mais passé le coucher du soleil, elle laisse faiblir, son œil gauche cloche, il verse sur le côté comme on s'affaisse sur un talus d'herbes fraîches au bord du chemin. Paula les soigne, rince ses paupières à l'eau de bleuet, dépose des sachets de thé congelés, essaie des gels et des collyres, mais rien ne vient apaiser la sensation d'yeux tirés, secs, de pupilles rigides. Rien ne vient empêcher la formation de cernes bruns et durables, un marquage au visage, le stigmate du passage et de la métamorphose. Car voir, sous la verrière de l'atelier de la rue du Métal, défoncé dans les odeurs de peinture et de solvant, les muscles douloureux et le front brûlant, cela ne consiste plus seulement à se tenir les yeux ouverts dans le monde. C'est engager une pure action, créer une image sur une feuille de papier, une image semblable à celle que le regard a construite dans le cerveau. Et pour autant, il ne s'agit pas de voir dans le détail ou avec précision. Cela, c'est quand même la moindre des choses, pensait Paula. Et plus tard, elle s'exaspérerait d'entendre ses parents vanter sa précision d'orfèvre. Non, il ne s'agit pas seulement de reproduire la réalité, d'en donner un reflet, de la copier. Voir ici, c'est autre chose. Paula ne sait quoi, pas encore, mais d'instinct, elle comprend qu'elle a sous-estimé ce qu'elle aurait à donner en ce lieu. Je me demandais, Maëlys de Kerangal, quand est-ce que vous avez compris que vous regardiez le monde peut-être un peu différemment des autres, c'est-à-dire que quelque chose en vous demandait ou détectait autre chose dans les paysages les plus quotidiens? Alors, ça, je crois que je l'ai compris, en fait, à partir du... je pense... Alors assez tard déjà, c'est super tard. Et je pense que je me souviens au moment du pont, parce que ça, ce que vous dites, c'est un rapport, c'est qu'est-ce que je suis en train de faire. C'est le moment où on n'est pas à bride abattue en se disant je vais écrire une histoire, mais où on a un rapport plus réflexif avec son travail. Et c'est vrai que je me souviens que quand je me disais je vais écrire, je voudrais déjà écrire un livre où ce serait un espace scindé en deux et comment faire coller ces deux moitiés complètement antagoniques, donc la forêt et la ville et tout ça. Et je voyais bien que à partir de ce moment-là, dans ma vie quotidienne, tout ce qui se rapportait, mais parfois même de très 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 loin, c'est là où c'est drôle, à mon livre, je l'attrapais en fait. C'est-à-dire que du coup, dans ces moments où on est en train d'écrire, c'est vrai qu'on est comme un espèce de... J'avais écrit un texte là-dessus qui s'appelait « Le papier tue-mouche », comme les Chinois, enfin les Chinois au sens les passoires, voilà, la passoire et l'écumoire. Je me souviens même plus du titre, mais il était assez rigolo. Et le papier tue-mouche, c'était vraiment l'idée que j'avais je pensais d'être transformée en papier tue-mouche, c'est-à-dire que tout ce que l'on voit peut se rapporter de près ou de loin à quelque chose qui brûle en vous et qui a besoin de cette espèce de combustible et qui est cette histoire qui est en train de naître. Et c'est un moment assez fabuleux. Et je me souviens bien que là, pour ce livre-là, c'était dingue parce que j'y ai pensé longtemps. Et dans le livre, des tas de moments reviennent et des tas de noms propres reviennent. Par exemple, les histoires de Chapelle Sixtine, quand elle peint un plafond comme la Chapelle Sixtine, quand elle va à Cinecittà sur le film de Nanni Moretti, Habemus Papam, des histoires de pape, et puis encore de Chapelle Sixtine et la Chapelle Sixtine de la préhistoire et tout ça. Et en fait, pour moi, c'est le signe que le livre a organisé un espace, un imaginaire, en fait,
extrêmement cohérent, où les questions d'écho, comme une chambre d'écho, quoi. Le livre est devenu comme une chambre d'écho. Et moi, je crois que j'ai commencé à comprendre ça peut-être après les premiers livres, et un peu au moment de Cornish Kennedy et un peu après. C'est-à-dire voilà, que désormais, quand il y avait un désir de fiction, un désir de roman, etc., ce que j'allais... voilà, je traversais la vie dans ces moments de naissance, etc. J'attrapais plein de choses, et que rien n'était... je pouvais relever des choses que l'on ne relève pas d'habitude, et que moi, je ne relève pas non plus quand finalement, voilà, j'ai pas de livre en route, en fait. C'est plutôt que ça s'active, parce que voilà, je cherche des passages, et notamment sur la question des noms, c'est hyper fort ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment est-ce que vous vous êtes exercé? Comment est-ce que vous avez, oui, c'est ça, appris à regarder? Alors, bon, le regard, c'est là, pour Paula, elle dit, voilà, apprendre, regarder, c'est pas simplement se tenir les yeux ouverts dans le monde, hein. C'est-à-dire que c'est déjà un travail de subjectivation, c'est-à-dire c'est moi qui regarde, et c'est mon imaginaire, c'est ma sensibilité. C'est-à-dire que ce que Paula va découvrir dans cet acte d'imiter, de reproduire à l'identique ces plaques de marbre, ces plaques de bois, elle va découvrir que c'est elle qui les peint, et que finalement la pure reproduction n'existe pas, qu'il y a toujours un travail d'incorporation, à tel point que le samedi matin, dans cette école, quand il y a les présentations des panneaux, la dame au col roulé noir, elle est capable d'attribuer à chacun son panneau, alors que les panneaux vont tous être la reproduction de la portion du même marbre, que tous auront appris à faire de la même manière. Donc on devrait être face à une vingtaine d'images absolument identiques, ou en tout cas pas assez différentes pour qu'on puisse les attribuer à des sensibilités, à des êtres différents. Et la dame au col roulé noir dit, bon là il y a un peu d'eau, donc ça c'est toi, tu mets toujours un peu trop d'eau, parce que je sais pas, t'es comme ça. Et ça c'est fascinant, parce qu'en fait c'est l'idée que... précisément, c'est comme si voir c'était déjà une création, qu'il y a de l'incorporation, et qu'on n'est jamais justement dans un travail de surface. C'est pour ça que son corps est assez convoqué, et que ça devient une opération quand même physiquement requérante, en fait, hein. Et ça, par exemple, il y a un moment où on se dit, voilà, c'est moi qui regarde, et au fond... qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que j'en pense? Et là, ça change un peu tout. Oui, et ça me fait penser à une chose très intéressante, c'est que vous rappelez dans le texte que l'inventeur d'une grotte, c'est celui qui la découvre, hein, celui qui la voit pour la première fois, c'est-à-dire qu'il la redécouvre, bien sûr, mais qu'il l'invente de fait. Ce regard invente. Ouais. Moi, j'étais fascinée par ce mot, hein, parce que bon, c'est ce truc des archéologues. Quand on lit des textes d'archéologie, on entend tout le temps les inventeurs de la grotte de Chauvet, l'inventeur de Lascaux. On se dit, l'inventeur, c'est pas du tout l'acceptation que nous avons. Et ce qui est génial là, en archéologie, c'est que les inventeurs, c'est ceux qui découvrent ce qui existe, et non pas qui le font surgir ex nihilo. Ils révèlent ce qui existe. Et en ce sens-là, il y a dans cette façon de travailler qu'elle a, moi je trouve quelque chose d'inventeur, parce que c'est aussi un regard qui va révéler ce qui existe, et que le simple travail de mimésis ne peut pas montrer. Oui, et évidemment, une part très importante du livre, donc c'est cette partie, c'est la troisième, hein, donc, dans laquelle Paula est engagée sur un chantier, le chantier de Lascaux 4. J'aimerais évidemment qu'on s'arrête un peu sur cette grotte, donc, qui est située en Dordogne, et qui est une histoire complètement dingue, hein, c'est une histoire assez connue.
Donc la grotte est découverte au début de la guerre, en 1940, par un groupe d'adolescents justement en promenade, qui seront ses inventeurs. Et sur ces parois, évidemment, voilà, les peintures qui auraient été réalisées il y a environ 17 000 ans. Après la guerre, Lascaux est ouverte au public pendant de nombreuses années, mais le flot continu des visiteurs, le gaz carbonique et la respiration humaine commencent à dégrader les peintures préhistoriques de cette grotte. Et on prend la décision de fermer la grotte en 1963, d'où l'entrée en action de ces peintres pour réaliser ce qu'on appelle des facsimilés de la grotte, qui en reproduisent la structure et les peintures. Comme toujours pour vos livres qui sont très documentés, je sais que vous êtes allés sur les lieux. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce que vous avez ressenti en visitant ce qui est au fond une vraie fausse grotte aujourd'hui? Ouais, alors là, bon, déjà, j'attire, enfin, je ne sais pas si ça vous sidère, mais c'est quand même incroyable de se dire que voilà, quelque chose auquel on n'a plus accès, parce que c'est détruit, parce que c'est sanctuarisé. Et en fait, je pense, c'est triste de se le dire, mais on n'y rentrera plus dans la grotte de Lascaux. Elle est trop fragile. Et c'est un espace qui est quand même assez petit. Hein, donc, moi, j'ai fait le calcul, 1 million de personnes pendant... Bon, c'est trop. Donc, après, si ça sauve, tant mieux. Mais bon, a priori, c'est invisible. C'est-à-dire que c'est un espace qui s'est retiré de la surface visible du monde. Un espace... auquel on n'a plus accès et dont la mémoire perdure par les yeux de ceux qui l'ont vu et qui en témoignent, par les photographes qui ont pu y avoir accès, par les peintres qui s'en sont servis comme modèle, etc. Et puis par un homme qui a décalqué aussi, ça m'a fasciné, ce type à plat ventre pendant 10 ans en train de décalquer le moindre trait de gravé. Mais donc, ce qui n'est plus visible, on va le rendre visible. C'est-à-dire que vraiment, c'est pour ça que c'est un Graal pour Paula, c'est que pour le coup, il ne s'agit pas de reproduire ce à quoi elle a accès, elle doit reproduire ce à quoi elle n'a pas accès, auquel elle n'aura jamais accès. C'est-à-dire elle n'a plus de modèle. Et cette image, l'image de cette grotte perdue, hein, il y avait ce film de Werner Herzog, La grotte des rêves perdus, à propos de Chauvet. Bon, mais l'image de cette grotte perdue, Paula et d'autres, ils vont devoir la restituer, la rendre au monde, hein, la faire voir de nouveau. D'ailleurs, c'est comme un clonage, hein, parce que le décor minéral et pariétal est absolument identique. Et moi, j'ai été visiter Lascaux 2, j'ai vu Lascaux 4, et en fait, c'est en termes d'expérience dont moi je peux en parler, c'est-à-dire en fait, est-ce que c'était une expérience de fiction, c'est-à-dire est-ce que moi je pouvais y croire? Alors c'est un peu bizarre parce que c'est des anamorphoses, on gare sa voiture, on prend un ticket, vous voyez, on se dit mais bon, c'est pas ça, moi je veux autre chose, etc. Et pour autant, moi j'ai eu le sentiment de me trouver face à une œuvre en fait, hein, et de rentrer dans une œuvre qui est quand même, de mon point de vue, une œuvre d'art. Et c'est vrai que dans ce livre, j'ai beaucoup aimé, et ça m'amusait de relever une pratique considérée comme étant mineure et même assez méprisée, qui est la pratique de la peinture en décor, qui sont des gens qui ne sont jamais considérés comme étant des artistes, etc. Or là, c'est une œuvre collective, hein, et d'ailleurs, comme Lascaux, enfin comme l'original est déjà une œuvre collective. Et moi, j'ai ressenti quelque chose de très intense, notamment l'accès à la complexion des lieux, c'est-à-dire les passages, etc. Tout ça s'est restitué. Il y a vraiment le cabinet des félins qui n'a pas été recréé, mais là, on est à 90% de la vraie cavité qui est reconstruite, enfin qui a été refaite. Et moi, j'étais assez émue. J'ai été aussi très émue par le degré de précision qui n'abolissait pas du tout le sentiment que j'avais de me trouver dans une fiction auquel je devais croire. Et finalement, cette visite-là, ça a beaucoup radicalisé mon travail. C'est-à-dire que... Et mon option générale dans la littérature. Qu'est-ce que je fais, moi, quand j'écris? C'est-à-dire que la précision ne vient jamais, à mon sens, après les lecteurs, parfois, c'est... je ne sais pas trop, mais pour moi, plus c'est précis,
et plus la fiction est forte, en fait. Vous voyez, plus la précision est radicale, plus le roman est une histoire, et plus je peux y croire. Mais je peux y croire comme on croit à une fiction. Hein. Et j'ai trouvé beaucoup de force en allant voir ce facsimilé. D'autant que, alors là je fais une petite parenthèse, mais c'est parce que c'est important, c'est que cette histoire de précision, pour moi c'est presque devenu un espèce de marqueur de mon écriture, mais aussi d'une idée politique en fait de la littérature. C'est-à-dire la précision, c'est une résistance. C'est une résistance à ce qui serait une espèce de lissage lissage du monde, hein, de lissage du contemporain. La précision, c'est ce qui fait voir le détail du monde. C'est exactement ce que fait cette fille. C'est-à-dire, elle fait voir, tellement elle est précise, et ça c'est merveilleux, moi ça me fait pleurer, elle fait voir le presque même, le pas tout à fait pareil, le un peu différent, elle fait voir la nuance, c'est-à-dire elle fait voir son travail, c'est le nuancier du monde, c'est le nuancier du réel. Et c'est vrai que moi, j'étais avec cette Paula Carse et tout, et je voyais bien qu'elle allait pouvoir ressaisir beaucoup de choses qui sont aussi des options que moi j'ai dans l'écriture. Et l'option de précision, c'est pas pour faire la maline avec un mot compliqué, c'est juste que à ce moment-là, on vient toucher à un endroit qui est un endroit de résistance. C'est-à-dire que c'est un endroit de résistance. En fait, si on le fait pas, c'est tous ces lexiques qui sont de plus en plus engloutis. Et c'est aussi pour moi le désir d'aller me placer dans une échelle de langue qui est très très basse. De descendre là où il y a les noms des poissons, des champignons, des marbres, ouais, et là où on n'est plus très nombreux à aller parce que il y a une échelle médiane qui s'installe comme partout, qui est, voilà, il y a une espèce aussi de conformisme des écritures auxquelles on est tous d'ailleurs, par lesquelles on est tous perturbés. Et c'est vrai que c'est pas mal de temps en temps, soit de monter en macro, et London, Tokyo, New York, on voit plein de trucs, soit de descendre très très bas et d'être à l'échelle de la carte topo et de voir le petit arbre qui pousse près du jardin de la grand-mère et tout ça. Et là, on est dans un autre monde. Et cette grotte de Lascaux, ce facsimilé, par sa précision, ça donne accès à ça. C'est une échelle qui est fascinante, l'échelle de ce que des hommes peuvent refaire pour faire croire à quelque chose qui est aussi une histoire qu'on leur raconte. Je trouvais ça très littéraire, en fait. Oui, c'est vertigineux. Je vois à regret que le temps file, donc j'aurais peut-être encore 2 questions. C'est un peu crève-cœur. Mais du coup, il y avait quand même cette question très importante, je pense, dans le texte. C'est sûr, ça part d'une scène en particulier, d'une discussion entre Paula et ses parents, où, au fond, elle revient très, très emballée de ses premières semaines d'apprentissage et elle annonce à ses parents qu'elle veut vraiment commencer les chantiers. Et son père lui dit cette phrase très étrange: « Je croyais que tu voulais être peintre ». Donc, un père qui espérait sans doute, sans l'avouer, la noblesse d'un don, hein, de la vocation à l'art qui est chez certains génies. Il souligne là le concret en fait, de la formation et de la finalité. Et Paula lui répond: « Oui, je veux peindre, c'est tout ». Je me disais sur cette distinction art et peut-être artisanat, enfin sur le geste, où est-ce que vous placeriez le point de bascule entre finalement un savoir-faire qui serait de l'ordre du génie solitaire et inexpliqué, et un autre qui serait de l'ordre de l'apprentissage, de la transmission possible. Et peut-être pour l'illustrer, je sais que vous êtes récemment devenue lectrice au sein du comité de lecture des éditions Gallimard. Je me demandais, qu'est-ce que vous cherchez dans les manuscrits qui vous sont soumis pour pouvoir vous dire que vous avez sûrement affaire à une écrivaine, un écrivain, et pas simplement peut-être un écrivain? Alors, dans ce personnage, l'histoire artiste, artisan, ça l'intéresse pas tellement. C'est-à-dire qu'elle est devant. Je veux dire, cette espèce d'opposition, elle opère pas beaucoup chez Paula, qui donne le sentiment de vouloir toujours être dans
dans l'action, elle est dans un tempérament, voilà, elle était très très flottante, elle arrive dans cette école, tout se cristallise, et finalement après elle va porter une action. Ça c'est quelque chose, je pense, qui est un peu de mon tempérament. Et elle n'a pas des gros rétroviseurs pour se dire mais je suis une artiste ou alors je suis une artisan, mais avec l'idée en plus que évidemment que les statuts sont très différents, que l'artisan, il y a toujours la notion du labeur, voilà, de la commande, voilà, et l'artiste étant voilà, le créateur, etc. Bon. Moi, c'est d'ailleurs en plus quelque chose que j'aime pas tellement parce que j'ai pas du tout, ça n'opère pas non plus chez moi. J'ai pas tellement ces mythologies-là dans la tête. En revanche, ce que j'aime bien, c'est que le père de Spola, il l'interroge sur aussi un statut social. Il dit: je croyais que tu voulais être peintre. C'est un métier pour te tenir dans la société et effectivement, comme vous l'avez dit, un métier noble et l'idée de l'art qui surclasse un peu tout, d'être un créateur, etc. Mais quand Paula, elle répond non, je veux peindre, c'est tout, elle se place, à mon avis, dans un autre champ qui serait peut-être la résolution de... D'abord, elle a l'impression d'être quand même l'auteur de ses propres décors. Et moi, j'ai rencontré des gens après qui étaient des peintres en décor depuis la sortie du livre et qui me disent: mais attendez, on est des peintres, hein, on est les auteurs, on est les créateurs de nos panneaux, de nos peintures. Et puis, ça pour moi, c'est assez important, le fait qu'elle n'est pas tellement encombrée par ça, alors que tout le monde passe le livre à lui dire: mais tu veux pas peindre vraiment, mais tu veux pas être vraiment peintre. En gros, tu veux pas arrêter de copier. Mais Paula, elle trouve une espèce de grand... Elle se réalise complètement dans ce travail, elle l'interprète. Et c'est vrai que... voilà, la clé, ce serait peut-être ce mot d'interprétation, c'est-à-dire qu'elle aussi, elle interprète le réel. Et après, alors moi, je ne suis plus au comité de lecture de Gallimard, mais c'est vrai que j'y ai passé 3-4 ans, mais je lis pour d'autres commissions. C'est pour ça que d'ailleurs, je trouvais que... Bon, ça c'est... non, mais après, on fait plein de trucs. Bon, moi, là, j'ai un lieu où je lis. Voilà. Et en fait... le truc qui est important pour moi, parce qu'en plus, moi, j'ai un passé d'éditrice de textes pour la jeunesse, mais néanmoins, c'est la même chose. Hein. C'est pas différent, justement, de la façon dont on entend un texte plutôt qu'un autre. Alors, moi, j'essaie de me forger, de rester sur une conviction que je me suis forgée. Je ne sais pas si c'est vraiment la bonne règle, mais c'est vrai que personnellement, ce qui me fonde à recommander un texte pour la publication, c'est la notion de voix et la notion et l'écriture. C'est-à-dire que j'ai tendance à penser que l'aspect diégétique, comme on dit, la narration elle-même, l'histoire en elle-même, c'est pas ce qui va me donner l'impression d'être en présence de ce qu'on pourrait appeler un écrivain, en tout cas de quelqu'un qui essaye de construire une espèce d'intimité, d'approfondir une intimité dans sa langue et surtout d'interroger cette histoire de langue, de langage et peut-être d'élaborer à l'instant dans cette matière qu'est le langage commun, une langue qui soit la sienne. Et moi, pour moi, ça compte énormément. Et en fait, alors après, je suis pas non plus sensible aux dispositifs langagiers extrêmement exhibés pour eux-mêmes, sans vraiment d'histoire derrière. Mais c'est comme quand moi on me dit: ah, mais la documentation c'est incroyable, c'est hyper précis. Je dis: mais ça, la documentation, tout le monde peut y avoir accès. Franchement, la transplantation cardiaque, il y a des gens pour vous en parler, il y a des lieux à aller visiter, il y a des livres à lire, il y a Internet.
pour moi, c'est pas du tout ce qui est. C'est pas ce qui donne le roman. Une chose est d'être documenté sur le processus de la transplantation. Autre chose est d'écrire le livre. Vous voyez, justement en mobilisant les outils de la fiction, les personnages, les situations, la vie des gens. Et ça, c'est autre chose. Mais vous voyez, donc de la même manière, quelqu'un qui a juste une bonne histoire à raconter, pour moi, c'est pas forcément évidemment, il faut la bonne histoire et aussi l'écriture, mais moi, je suis très sensible à la notion de voix. Dès que ça s'entend tout de suite. Enfin, il n'y a pas besoin en trois pages, on sait en fait. Enfin, on a une idée pour soi-même. Je pose pas ça comme la parole d'évangile. Peut-être ma toute dernière question, puisqu'il est déjà à l'heure. Mais j'étais très intéressée de voir que vous venez de faire publier un petit texte aux éditions de la Contre-Allée qui s'appelle Kiruna. Et voilà, en fait, le propos du texte, le voici. Vous étiez doté d'une carte blanche dans le cadre des résidences mineures d'un autre monde, et vous êtes donc parti en Laponie suédoise, à Kiruna. Le but était de décrire l'une des plus grandes exploitations minières encore en activité, et vous en donner une exploitation historique, urbanistique, économique, politique, géographique et humaine. On est sur le mode clairement des grands reportages. Il y avait une grande curiosité de ma part. Je me demandais, est-ce que la fiction vous a manqué et de quel recours, de quelles interventions propres à la fiction avez-vous pris conscience, peut-être avec douleur, qu'il faudrait vous passer? Ouais, ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'était en septembre 2013 que j'ai rencontré donc Philippe Massardier qui avait ce programme Mineurs du Monde, Christian Garcien était parti, je crois que Jean Rollin était parti, et il me dit, voilà, choisissez une mine, et il faut ramener un récit de la mine, de la culture de la mine. Donc moi, j'ai choisi cette mine à Kiruna, en Laponie du Nord, et le but, c'était vraiment de faire un reportage. Sauf qu'à l'époque, donc moi, j'avais rendu Réparer les vivants, et cette histoire de préhistoire, je me disais, il va falloir quand même que j'y... Bon, ça reste un peu... C'est le truc, je traînais ça jusqu'à la fin. Mais bon. Et je m'étais dit, donc j'étais déjà dans un imaginaire extrêmement souterrain, les trésors enfouis sous terre, en gros, ce qu'il y a d'invisible et ce qui est visible. Et du coup, sachant qu'il y aurait quand même... J'avais envie de parler de cette histoire de la grotte de Lascaux, avec laquelle j'ai un lien en plus familial, intime, super fort et un peu légendaire, de légende familiale et tout. Je savais que j'allais en parler. Et du coup, j'ai aussi accepté cette commande, enfin, cette demande, cette sollicitation, parce que je savais que j'allais écrire cette fiction. C'est-à-dire que pour moi, tout était lié. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je me disais, mais en fait, tout est lié. C'est-à-dire que chaque livre annonce le suivant, porte en lui le précédent, et ceux qui s'intercalent sous forme de commande, ils m'aident à travailler ce qui vient. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, les choses ne sont jamais déconnectées. Tiens, au fait, ouais, je vais aller dans une mine et tout. Non, j'aurais pas été dans la mine si j'avais pas... justement, je savais que c'était un lieu sécurisé, invisible. D'ailleurs, je ne suis pas descendue jusqu'en bas. Hein. Il creuse à 1365 mètres. Moi, j'étais à 514. Ce qui était déjà pas mal, mais bon, c'est un lieu très fermé, et en fait retiré, avec ces mêmes... je faisais une analogie aussi avec ces grottes auxquelles on n'a plus accès. Et là, c'était un accès extrêmement contrôlé, en plus avec un contrôle politique, hein, d'une emprise, voilà, d'une société d'État qui a une emprise économique très forte sur la région. Voilà. Et voilà, et c'est ce qui m'amène... Et de fait, il y a quand même des poches fictionnelles dans ce récit, parce qu'à en moins 2 moments, je me disais, mais en fait... Là, il y avait complètement un espèce de roman à écrire que je trouvais... Alors, je ne sais pas si c'était pour moi, mais sur les femmes qui, au début du XXe siècle, étaient venues nourrir les ouvriers du chemin de fer Luleå-Narvik, en fait, qui était le chemin de fer suédois. Et en fait, et là, c'est dantesque, hein, les conditions de vie. Donc, il y a de la construction de chemin de fer. Enfin, bon, tout ça, moi, j'adore.
et des femmes qui vivent dans des cahutes avec des mineurs, enfin une par... et il y en avait une qu'on appelait l'ours noir et qui est devenue un espèce de personnage complètement mythique de la Malbanam, cette ligne de chemin de fer. Et là, je me disais vraiment, il faudrait un peu aller voir mieux. Il y aurait peut-être un livre à écrire autour d'elle. Et puis une autre fois, j'ai rencontré une jeune géologue, une géologue qui avait 30 ans. Et là, c'est un peu des préfigurations de Paula. C'est-à-dire, la fille, elle avait fait les mines de Nancy. Elle était, je trouvais, super vive, super dégourdie. Et c'est quelqu'un qui conduisait l'exploitation, c'est-à-dire qu'elle avait cette science de la géologie pour diriger. Justement, elle dit, il faudrait aller voir un peu là. Là, il y a un peu de minerai là, il faut s'arrêter. Enfin, avec un truc de précision. Et en même temps, c'était intéressant pour moi, mais du coup, ça préparait ce livre à venir, quoi. Je voyais notamment les femmes que j'ai rencontrées en écrivant ce petit texte, ce reportage. Merci beaucoup. Alors, on n'aura pas de temps pour les questions, mais par contre, Maëlys, vous voulez bien passer un peu de temps pour dédicacer les livres, peut-être en bas, je ne sais pas très bien où ça se passe. Mais oui, je pense que ce sera en bas. Et alors, juste un titre, comme on est quand même dans un festival littéraire, je me demandais si vous aviez une œuvre à recommander. Ah oui. Alors, je vais vous recommander un livre que je viens de finir, qui s'appelle « Le sport des rois ». C'est d'une femme qui s'appelle C.E. Morgan. C'est une traduction publié chez Gallimard dans la collection du monde entier. Il y a 700 pages. C'est un gros. On passe beaucoup de temps. C'est une expérience. Hein. Et après, c'est pas la même chose. De passer quelques heures avec un livre de 200 pages. Là, c'est très dense et c'est génial. Je vous dis deux mots. C'est l'histoire des États-Unis et notamment l'histoire raciale des États-Unis, mais déplacée. C'est-à-dire que cette question du racisme, elle la traite dans un élevage de chevaux dans le Kentucky où les propriétaires essayent de créer le cheval parfait. Donc il y a une espèce d'eugénisme du cheval. Et après, c'est la saga. Après, je ne sais pas si vous... C'est la saga, c'est-à-dire le grand-père, le père, la fille. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est un livre extraordinaire. Le sport des rois. Le sport des rois. Le sport des rois. Ouais. Bon. Merci beaucoup.